Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. La première Marseillaise est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir et à toutes et à tous, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. On est de retour, c'est l'heure du retour du Campus Sport Club pour cette année 2024. Et oui, bonne année à toutes et à tous pour celles et ceux qui seraient là pour nos retours. Retour qu'on a quand même plus ou moins fait la semaine passée, avec un hors-série spécial fête, spécial Noël. Et parmi les personnes qui étaient présentes la semaine dernière, aucun n'est présent ce soir. Comme quoi, on a une équipe riche et variée et qu'on a des backups à tous les postes. Au poste d'ailier gauche, Thomas qui est en train de s'installer tranquillement. Comment tu vas, mon Thomas ? Salut Adrien. Ah pardon, mon Thomas. Bah alors, décidément. Thomas, il va falloir que tu bouges légèrement le micro. C'est pas grave. Écoute, petit problème technique. On a l'habitude, on en a déjà vu des bien pires. En face de moi, du coup, notre demi-centre, ce sera Maxime Paulin ce soir. Comment tu vas ? Salut, ça va très bien tout le monde. Merci. Toi, ton micro marche. Donc ça, c'est agréable. Ouais, tu vois. Mon micro marche, si tu le dis, très bien. Quand la technique marche, c'est merveilleux. Thomas, peut-être. Je crois que c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Salut Adrien, bonsoir à tous. Bonsoir Thomas, excuse-moi. Tu vois, même quand tu le fais pas exprès, c'est. Voilà, j'allais dire, même quand je ne veux pas te mute volontairement, te couper les sons, bon, tant pis. Arrière gauche, là-bas, ça fait déjà une petite moue. Plutôt en attaque, mais c'est pas grave. Je vais jouer arrière gauche, y a pas de souci. Alors, parce que tu n'es peut-être pas cerné que je ne parlais pas football, mais je ne t'en veux pas, Marine. On parlait juste avant de handball, on va en parler pendant l'émission de ce soir. Comment tu vas ? Ça va très bien, et vous ? Super, et toi t'as hâte de plutôt refouler les gazons. Ouais, c'est ça. Même s'il fait froid là, donc il fait froid. Un entraînement du soir en salle, tu me disais. C'est ça. Un peu plus agréable. Ouais. Cela va de soi. Et le dernier, l'ailier gauche, celui qui va faire des chabalas à tout va et qui va finir en beauté cette émission ce soir, Gaëtan. Oui, je vais refaire les contours aujourd'hui. Tu vas gardien. Oh, d'accord. Ouais, d'accord. Tu vas chercher les lucarnes. Exactement. Et toi l'araignée, comme on dit dans le milieu. Voilà. Super, et on est partis tous les 5 donc pour cette nouvelle émission du Campus Sport Club, la 15e déjà dans ce format, on va dire retour au traditionnel. Et on va démarrer comme il se doit toujours avec les résultats. Je vous disais, c'est d'abord la parole à notre meneur du soir. Maxime, est-ce que tu te sens prêt ? Ouais, je me sens prêt, c'est parti, une première pour ces résultats. Alors allez, on y va. Jingle. Vous êtes passé à côté de votre semaine niveau sport ? Pas de panique. Les résultats sont là pour vous résumer l'actualité sportive des derniers jours. On va devoir donc pas forcément commencer par du hand, puisqu'il y a quand même une compétition qui tient à cœur quasiment tous les Françaises. Et on parle de football, bien sûr, avec la Coupe de France. Ouais, la Coupe de France, pas de grosses surprises dans la plus belle des compétitions du football français, mais des cartons. Faut le dire, il y en a eu 2 énormes, à commencer par le LOSC qui s'est imposé face au Martiniquais de Golden Lion qui évolue en Régional 1 au sein de la Martinique. Victoire 12-0 des Lillois, un carton énorme avec plusieurs buteurs, des triplés, des doublés notamment. Et le PSG également qui s'est imposé contre les amateurs de Revel, eux également aussi en Régional 1, avec la manière 9-0 à Castres, notamment grâce à un triplé de Kylian Mbappé qui devient par ailleurs le meilleur buteur du PSG dans la compétition avec 30 réalisations. Le choc de ces 32e de finale opposait Lens et Monaco, et au bout d'une séance de tir au but folle avec de nombreux ratés, c'est le club de la Principauté qui s'impose à Bollaert. Score final 2-2 et 5-6 au tir au but pour les Monégasques.
Ça passe également pour les autres clubs de Ligue 1, dont Marseille, qui a dû batailler face au club de National 3 de Thionville, victoire 1-0 des Marseillais. Et pour Lyon également, face à Pontarlier, victoire 3-0 des Lyonnais. Comme je vous l'ai dit, les clubs de Ligue 1 ont assuré. Seuls Metz et Auxerre, battus par des homologues de Ligue 1, donc Metz battu par Clermont à domicile et Auxerre battu par Nice, tous les deux lors d'une séance de tir au but. Et Lorient, qui là c'est une petite surprise, battu par Sochaux, club de National, à Bonal, au bout du temps additionnel, 2-1, ne verront pas les 16e de finale. Les deux surprises, donc il y en a une, c'est pas trop une surprise, mais le club de National 3, le petit poussé de cette compétition, ce sera cette année l'AS Saint-Priest, qui est venu à bout du CS Feur, victoire 5-3 des joueurs de Saint-Priest qui affronteront au prochain tour un club de National 2, donc qui ont le droit de rêver. Ils affronteront Romorantin au prochain tour, mais surtout la belle surprise de ces 32e de finale, c'est Feigny-Aulnois, qu'on connaît un petit peu, qui avait été tombeur du FC Bondu notamment dans la compétition, un peu plus tôt dans la compétition, qui est venu à bout de Quevilly-Rouen Métropole, club de Ligue 2, et qui affrontera au prochain tour la Ligue 1 de Montpellier. Donc un vrai coup, un vrai beau match à suivre pour les joueurs de Feigny. Et pour le tirage, on avait le droit au tirage donc hier soir, avec une vraie belle confrontation entre Rennes et Marseille. Ce sera l'affiche de ces 16e de finale. Le PSG affrontera quant à lui Orléans et le LOSC, qui se déplacera à Paris pour affronter le Racing Club de France. On en pense quoi de cette Coupe de France au vu des matchs des clubs de Ligue 1? Qui est-ce que vous voyez aller chercher le titre et prendre la place de Toulouse, qui s'est également qualifié en 16e de finale d'ailleurs? Alors, du coup, vas-y Thomas. Il y a le Rennes-Marseille qui est quand même assez intéressant. C'est un peu dommage, je trouve. Bon, après, c'est le tirage au sort, on n'y peut absolument rien, mais qu'il y ait des confrontations entre clubs de Ligue 1 assez tôt. On parlait du Lens-Monaco tout à l'heure. On a l'habitude de voir ces matchs-là en Ligue 1. Alors certes, ça va être une belle affiche, même si c'est deux équipes, en l'occurrence Rennes et Marseille, qui marchent pas trop en ce moment. Mais bon, oui, j'aurais préféré voir par exemple un Saint-Priest, un Feigny-Aulnois aussi taper une plus grosse équipe de Ligue 1. C'est des équipes qui, on a vu la réaction des joueurs de Saint-Priest au moment du tirage. J'étais un peu déçu quand même de jouer une équipe de N2 de mémoire. Mais sinon, oui, ça peut donner à ces équipes-là l'occasion de jouer, pourquoi pas, des paris, des équipes aussi très bien classées plus tard dans la compétition. Je pense qu'ils peuvent s'y retrouver aussi financièrement, de sorte à affronter des plus petits calibres. Tu as plus de chances de passer, et peut-être qu'au prochain tour, de toute manière, si tu tapes une Ligue 1, ils vont te laisser la recette selon les certaines traditions. On se souvient peut-être du FC Nantes qui n'était pas aussi gentil que ça par le passé. Mais je pense aussi que pour eux, c'est peut-être une aubaine d'avoir ces petites rentrées financières, et puis en plus de pouvoir se permettre de dire dans mon histoire, dans mon historique, j'ai fait quart de finale, ou 8e de finale d'abord, dans un premier temps. On ne s'enflamme pas. Revel, qui aurait pu faire mieux que Cassel, finalement, qui concède un 9-0. Un peu dommage pour vous On se rappelle, Cassel, l'an dernier, 7-0 à Bollaert, club aussi de R1 à l'époque, et donc ils sont montés depuis en National 3. Ouais, un peu dommage, mais c'est la magie de la Coupe de France, j'ai envie de dire. Et on a vu, juste après le match, la réaction du capitaine et du gardien de Revel, qui disait qu'il avait passé un moment juste magique, même s'il en avait pris 9. Pour lui, c'était le plus beau moment de football de sa carrière, et on peut le comprendre quand t'es amateur, jouer le Paris Saint-Germain à Castres en plus, près de chez eux, ça devait être quelque chose d'assez fou pour eux. Donc ouais, ils en prennent 9, mais voilà, j'ai envie de dire, n'importe quel club de R1 aujourd'hui en aurait pris 9 également contre le PSG minimum. Il faut presque même pas oublier que tu l'as presque souligné et presque laissé passer, mais Sochaux, qui a connu un été pour le moins chaotique, catastrophique, ouais. Et là finalement qui se retrouve en 16e de finale de Coupe de France, ça peut être la petite bonne nouvelle de l'année, la petite lueur qui fait plaisir. Surtout que Sochaux, je ne sais pas combien, s'ils ont gagné déjà la Coupe de France. Oui, ils ont gagné en 2007 ou 2008. Ouais, je crois qu'ils jouent la Berrichonne. Il n'y a pas longtemps. Non, ils jouent Reims. Ils jouent Reims à Bonal encore, donc ouais, ça peut être un match de gala pour eux, et pourquoi pas espérer, après une belle victoire contre Lorient au bout du temps additionnel sur un penalty de Issouf Makalou, je crois qu'il s'appelle, ouais. Voilà, c'est ça, au bout du temps additionnel, donc ouais, pourquoi pas rêver et aller chercher ses 8e de finale pour le FCSM. Ouais. Allez, Maxime, je te rends la balle, ouais. T'as encore un peu de foot à nous. Ouais, ici. Un peu de foot, on bascule outre-Manche. Il y avait également la FA Cup ce week-end avec des gros qui ont assuré tout simplement des victoires larges de Newcastle 3-0, Chelsea 4-0 et Manchester City 5-0. Les Sky Blues, tenants du titre, ont également récupéré un certain Kevin De Bruyne durant ce match, passeur décisif pour sa première depuis son retour. Ça passe aussi pour Tottenham qui s'est imposé 1-0 face à Burnley en fin de match grâce à un but de Pedro Porro à la 80e minute. Enfin, dans le choc de ce troisième tour, on avait le droit à un alléchant Arsenal-Liverpool à l'Emirates, et les Reds se sont imposés
2-0 grâce à un but contre son camp de Jakub Kiwior et un autre but en toute fin de match de Luis Diaz, tout en profitant du manque d'efficacité des Gunners dans les deux surfaces. Les Reds enchaînent sans Mohamed Salah, parti à la CAN avec l'Égypte, tandis que les joueurs d'Arteta enchaînent un 4e match sans victoire, toutes compétitions confondues. On passe maintenant sur du rugby, et le week-end de top 14 qu'on a eu ce week-end, avec un beau week-end de top 14 et des très belles affiches, avec pour commencer un Pau La Rochelle au Hameau, victoire des Rochelais 20-29, qui continuent leur remontée après leur début de saison compliqué et qui prennent la 8e place avec cette victoire. Le Racing conserve sa place de leader après sa victoire 34-30 à domicile face à Castres. Une belle affiche encore avec un match disputé entre le Stade Français et l'ASM Clermont qui se termine par un nul 14-14 à Jeanbouin. Bordeaux reste quant à lui dauphin du Racing après sa victoire face à Bayonne à l'arraché 24-23 à Chabon-Delmas. Enfin, les deux infos principales de cette journée, la claque infligée par Toulouse au Loup qui continue de couler. Victoire 45-0 des Toulousains qui ont tout simplement détruit les Lyonnais. Et enfin, donc les Toulousains qui prennent la 4e place du général. Lyon est 13e et c'est très très compliqué pour les Lyonnais. Enfin, la dernière nouvelle, et c'est assez improbable puisque le Racing Club de Toulon s'est incliné face à la Lanterne Rouge Montpellier en clôture de cette dernière journée. Victoire 27-17 des Montpelliérains qui sortent, on va dire, la tête sous l'eau, même si l'eau reste très très froide, puisqu'ils sont toujours Lanterne Rouge du classement de top 14. Les Toulonnais qui, avec cette défaite, sortent du top 4 et voient Toulouse leur passer devant. On enchaîne avec du biathlon et les Françaises qui assurent, elles, cette semaine, et comme les semaines précédentes d'ailleurs. Après Justine Brezas-Boucher, c'est à Julia Simon de briller cette semaine. Elle s'impose sur la poursuite, juste devant sa compatriote Justine Brezas-Boucher. Pas de 5 à la suite pour elle qui avait remporté le sprint d'Oberhof la veille. Mais la belle surprise de cette semaine, c'est aussi Sophie Chauveau qui termine 3e du sprint et qui raccroche son premier podium individuel en Coupe du Monde. De bon augure pour la suite de cette Coupe du Monde pour les Françaises. La France a remporté les 6 dernières courses du biathlon. C'est assez fou quand même ce constat pour l'instant dans ce début de saison hommes-femmes. On a vraiment des femmes qui surfent un peu sur leur dynamique, sur leur puissance de groupe, et les hommes qui sont toujours à courir derrière les Norvégiens. Mais est-ce que c'est aussi logique de voir ces résultats-là ? Je dirais que c'est plutôt une gestion qui est différente et qui est tout aussi efficace pour les femmes. La rivalité de toute façon France-Norvège, elle est chez les hommes comme chez les femmes. Mais ce qui pèse vraiment chez les hommes, c'est au tir. Moi, franchement, quand je regardais ça, j'ai été comparé aux plus belles années du biathlon français comme on a pu connaître. Chez les hommes, je parle en 2014 avec Fourcade ou quoi. Là, quand je vois, mon Fillon à la limite, c'est celui qui sauve un peu la baraque. Mais quand on parle des autres, je veux dire, Claude aussi. Ça va sur certaines courses, il arrive un peu à se dépêtrer de ce problème-là. Mais c'est vrai qu'en tir, je trouve qu'il y a un sacré problème, et c'est justement là où les femmes arrivent à exceller, parce que faut savoir être bon sur les skis. Ça, c'est une chose, mais aussi faut aussi faire preuve de lucidité et de savoir aligner les pions, parce qu'après les tours de pénalité ils coûtent très 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 cher, et on le voit chez les hommes. On sent peut-être que chez les hommes français, ça se tourne déjà pas mal vers les championnats du monde qui vont arriver, qui vont être, en avis, le plus gros de leur saison forcément, et sur laquelle ils vont peut-être essayer de briller, de combler peut-être ce mauvais début de saison, malheureusement. On enchaîne avec une petite news judo, avec la Judo Pro League 2023, une 2e édition qui a tenu toutes ses promesses. Donc pour rappel, la Judo Pro League, c'est le championnat de France par équipe de judo, et la finale qui opposait le Blanc-Ménil à Nice, et ce sont les Azuréens qui sont imposés, menés notamment par German Andreev, et qui remportent cette 2e édition des championnats de France par équipe de judo, mais également la première édition de cette compétition mixte. Du côté du tennis de table, à Doha, on avait les finales de WTT avec Félix Lebrun, 8e mondial, qui n'a rien pu faire malheureusement d'entrée, éliminé en 16e de finale par le vainqueur du tournoi qui conserve son titre, le chinois Wang Chuqin, numéro 2 mondial. Il a pris le meilleur en finale face à son compatriote Fan Zhendong. En double, les frères Lebrun s'arrêtent en demi-finale, éliminés par la paire chinoise Peng Lisen, vainqueur du tournoi également un peu plus tard dans la journée. Et on va basculer une dernière fois sur du tennis, peut-être maintenant, avec le gros qui arrive, et il y avait la reprise cette semaine de cette année de tennis avec plusieurs tournois. Victoire à Hong Kong de Andrei Roublev sur Émile Russuvori, 6-4, 6-4 en finale. Il avait notamment battu le Français Arthur Fils en quart de finale, en 3-7, au terme d'une très belle partie entre les deux hommes. On va également retrouver Rafael Nadal à Brisbane, qu'on avait quitté il y a plusieurs mois après une longue blessure,
qui était de retour et qui s'arrête en quart de finale face à Jordan Thompson en 3-7. On en parlera peut-être un petit peu plus tard de ce qui s'est passé durant ce match. La victoire finale est acquise par l'excellent Grigor Dimitrov, qui revient à un niveau spectaculaire depuis plusieurs mois désormais. Qu'est-ce qu'on l'attendait ? Ah ouais. Et moi, je l'attendais vraiment. C'est un des joueurs que j'adore le plus sur le tournoi. Je te suis. Hein. De toute façon, sur le circuit depuis 10 ans, c'est celui que... Ouais. Victorieux face à quelqu'un que je n'aime pas du tout, le Danois Holger Rune. Donc j'étais vraiment content de cette victoire de Dimitrov. Chez les dames, à Auckland et Brisbane. Donc à Brisbane, victoire de Elena Rybakina. Donc on s'est offert une finale de l'année dernière de l'Open d'Australie entre Rybakina et Sabalenka. Et c'est donc cette fois-ci Rybakina qui s'impose en 2 petits sets, 6-0, 6-3. C'est la numéro 2 mondiale. Coco Gauff, elle, à Auckland, s'est imposée face à Elina Svitolina. Victoire 6-7, 6-3, 6-3. L'américaine rêve d'un deuxième grand chelem après sa victoire à l'US Open. Pendant ce temps-là, à Sydney, il y avait la United Cup qui oppose les pays du monde. Nos Bleus, menés par une Caro Garcia très en jambes, s'arrêtent en demi-finale, battue par la Pologne d'Iga Świątek, victoire 3-0 des Polonais. Mais ce sont finalement les Allemands, menés par Alexander Rublev, qui remportent la compétition au double décisif face aux Polonais. Enfin, petit détour par le circuit Challenger et une première victoire française cette année. À Nouméa, c'est Arthur Cazot qui s'est imposé en finale en dominant son compatriote Enzo Couacaud en finale, 6-1, 6-1, et qui est prêt pour l'Open d'Australie, lui qui a reçu une wildcard. En parlant de l'Open d'Australie, les qualifs viennent de commencer avec énormément de Français engagés. 18 hommes et 9 femmes dans le tournoi des qualifications qui rêvent tout simplement d'accrocher une place dans le tableau final. La première surprise, c'est l'élimination dès les premiers tours de ces qualifs de Benoît Paire face à son compatriote bien connu Jules Marie. L'ancien 18e mondial a livré une performance clairement décevante avec d'innombrables fautes directes. Je crois qu'il y a plus de 70 fautes directes sur le match. C'est quelque chose d'assez abusif. Il s'incline en 2-7, 7-6, 6-4 face à Jules Marie. Un peu bouché quand il veut notre Benoît Paire. Merci déjà pour tous ces résultats. C'est vrai qu'on va pouvoir suivre toute cette grande rentrée tennis. Et puis tu parlais de Rybakina, Sabalenka, Gauff. On se demandait où était la quatrième. Elle était en train d'essayer de gagner une United Cup avec la Pologne. Donc je pense que notre top 4 féminin en tout cas est au rendez-vous. À voir ce que donnera aussi le top 4, top 8 masculin. On suivra ça. Ouais. Bon, justement, je voulais vous proposer une petite pause musicale après tous ces beaux résultats. On vient de finir sur une page tennis. Et j'ai trouvé un petit titre qui matchait bien avec à la fois la thématique Open d'Australie, ces tournois d'Auckland, de Brisbane. Oui, Thomas, oui, j'ai réussi à trouver quelque chose. Puisque peut-être vous connaissez la chanteuse Lorde, qui s'était fait connaître il y a 10 ans pour Royals, un son qui marche bien. Et dans ce même album, il y a une petite chanson qui s'appelle Tennis Court. Donc le cours de tennis, et pour une chanteuse néo-zélandaise, alors qu'on parle de ces tournois océaniens, bon bah écoute, j'ai sauté sur l'occasion. Ça fait l'affaire. Voilà, une petite chanson pour vous laisser souffler, nous aussi, et on revient bien sûr pour les news de Marine dans un instant. Et on est de retour en direct sur Radio Campus Lille 106,6 FM pour la suite du CSC. Tu as la chance, Thomas, que je n'ai pas eu le doigt suffisamment rapide pour te rallumer et entendre ta douce voix. Même si tu as pu entendre ma voix. Oui. Qui est vraiment bien moins bien. Non, vraiment pathétique. On est sur... voilà quoi. On poursuit donc pour ce nouveau Campus Sport Club de 2024 avec toi, Marine, avec les news évidemment. T'évalues tes news de 1 à 10. 1 désastreuse et 10 ultra joyeuse. Tu les notes combien ? 12. Non, je rigole. Ultra, alors, avec quoi tu vas commencer ? C'est le niveau de joie, l'échelle ? Oui. Ah bah. Non, tu sais, info good mood et info sous le canapé, envie de pleurer. Ah bah 6. 5-6. Bon, c'est pas mal. Sachant qu'on commence par un truc. Ouais, voilà. On commence à moins 3 et après on écoute d'abord ton petit jingle enthousiasmant et après on commence un peu à pleurer. Préparez-vous à plonger dans le monde du sport. Voici les temps forts de la semaine dans les news du Campus Sport Club. Parce que ça a un peu fait le gros de l'actualité depuis hier, mais il y a eu des disparitions, et notamment on parle encore un peu de foot, mais d'un grand monsieur, d'un Kaiser, il me semble. C'est ça, cela faisait plusieurs années qu'il ne se montrait plus en public, retiré dans sa villa autrichienne près de Salzbourg, où la vieillesse et la maladie rongeaient son corps à petit feu. Franz Beckenbauer s'est éteint loin des regards dimanche à 78 ans, dans une intimité profonde qui ne correspond en rien à la vie qu'il a menée. Libéro de génie, sélectionneur couvert de
de gloire puis dirigeant à succès, celui qu'on surnommait le Kaiser, c'est-à-dire l'empereur, est l'un des symboles de la reconstruction allemande d'après-guerre. Double ballon d'or en 72 et en 76, il a mené l'Allemagne de l'Ouest au titre de champion du monde en 1974 à domicile, avant de remporter une nouvelle fois le mondial en 90 en tant qu'entraîneur cette fois. Après quelques années loin des bancs, il retrouve Munich pour boucler la boucle en tant qu'entraîneur avant de prendre la présidence du club bavarois de 1994 à 2009 et s'investit dans les instances en devenant vice-président de la fédération allemande et président du comité de candidature de l'Allemagne pour l'accueil du mondial 2006. Alors messieurs, qu'est-ce qu'on retient de ce grand monsieur justement ? Et en fait, on l'a pas trop connu, nous. Non, on peut pas. Mais l'avantage qu'on a avec ce genre de profil, c'est que tu peux soit retenir son passé sur le terrain, soit son passé sur le banc, soit son passé, on va dire, plus ou moins pseudo-politique, en fait, de cette figure moderne qui a réussi à porter l'Allemagne. Parce qu'au final, est-ce qu'il n'est pas aussi, déjà, il était dans une grande Allemagne à son époque, est-ce qu'il n'est pas aussi à l'origine d'une très grande Allemagne qui lui a valu cette renommée de ce fameux Lineker qui disait le football est un sport à 11 contre 11, à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Oui, et puis de ce qu'on a pu comprendre, du coup en s'intéressant un peu à sa vie et ce qu'il a pu faire là depuis que l'annonce de son décès a été effectuée, c'est que c'est un homme à qui globalement tout a réussi, c'est ce que tu disais Marine, sur le terrain, après, dans son après-carrière, dans sa vie. J'ai cru comprendre même qu'il était à l'origine de la candidature de l'Allemagne pour l'Euro 2006 en Allemagne, au moment où l'Allemagne fait un beau parcours chez eux, donc ça s'est plutôt bien passé. Enfin voilà, tout ce qu'il a entrepris, ça a fonctionné. Donc, et même sportivement, ça a été un joueur qui a impulsé un style de jeu libéraux. C'est-à-dire que c'était il y a des grands joueurs qui se sont réclamés de son style de jeu à la Beckenbauer. C'est quand même assez incroyable. Et je pense que dans l'histoire du foot, il va laisser une trace. Quand on voit le nombre d'hommages qu'il y a eu, de pointures de ce sport quand même en France, mais aussi à l'étranger, ça montre que c'était pas n'importe qui, quoi. Ouais, il a souvent été même, je ne sais pas si vous avez souvent vu, mais dans les 11, quand on faisait un peu un grand 11 de ces joueurs du XXe siècle, c'est le défenseur central qu'on met avec Baresi ou quelques noms, mais c'est souvent Beckenbauer qui revient. Un Beckenbauer, ballon d'or aussi, on se rappelle que depuis, être défenseur ou gardien et remporter un ballon d'or, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Van Dijk aurait pu être le dernier en date en 2019, mais bon, ça on va pas revenir sur toute l'histoire. Mais champion de France avec Marseille quand même. C'est ce que j'allais dire. Donc très grand homme, je dirais même Thomas, très grand. Hein. Un mètre. Alors oui, mais non. C'est vrai que je te mute. Parce que non, le passage à Marseille, faut quand même le dire, il a fait 3-4 mois sous l'impulsion de Tapie. Oui, il fait une dizaine de matchs. Voilà, on est d'accord, hein, je crois que c'était pas bien compliqué. Enfin, c'était pas bien, pas une grosse réussite non plus, quoi. Mais ça le tuerait de dire du bien de Marseille. Ouais, c'est fou. Mais n'empêche, que ce soit joueur ou entraîneur, il a gagné avec tout le monde. Parce que j'ai même vu qu'il passe un tout petit peu au Bayern, il gagne. Marseille, c'est dire quand même. Il peut pas gagner. Comme quoi, voilà, très grand homme. Je pense qu'il faut couper le micro de Thomas là. je te laisse poursuivre, Marie. Ça marche. En parlant de Marseille, petit point sur le mercato d'hiver et on commence évidemment avec l'officialisation hier de la première recrue du mercato phocéen. J'ai nommé Jean Onana. Il sera prêté avec option d'achat par Beşiktaş où il est arrivé l'été dernier en provenance de Lens. Également passé par Bordeaux et Lille, il connaît bien la Ligue 1 et c'est cette expérience qui plaît aux dirigeants marseillais à la recherche d'un milieu pour pallier la blessure de Valentin Rongier et les départs à la canne de Pape Gueye, Asdin Ounaoui et Amin Harit. Du côté de l'autre Olympique, on annonce l'arrivée de l'un des grands espoirs du championnat belge. L'ailier de 18 ans Malik Fofana va s'engager jusqu'en 2028 pour environ 15 millions d'euros hors bonus. Et dans les dernières news mercato du jour, Timo Werner part en prêt à Tottenham. Virginius est prêté par le LOSC à Clermont et Lens a officialisé l'arrivée de Chavez en prêt avec option d'achat de la part de l'EC Bahia. Plutôt des rumeurs désormais, ou en tout cas pas d'officialisation encore, alors qu'une course était annoncée entre Nice et Strasbourg pour tenter de s'octroyer les services de Mohamed Ali Chaud. Le jeune Français de 19 ans a choisi l'OGC Nice qui avançait vite sur le transfert de l'attaquant de la Real Sociedad et le Français est en passe de s'engager avec le club niçois pour 12 millions d'euros.
Le Bayern Munich a entamé des discussions avec le PSG pour obtenir le prêt du défenseur parisien Nordi Mukiele. Le PSG rêve donc d'attirer Joshua Kimmich dans le cadre de ses négociations avec le Bayern, mais les chances de réussite sont extrêmement minces. Et le feuilleton Mbappé continue d'agiter le marché des transferts, alors que 2 journalistes de Foot Mercato annonçaient Kylian Mbappé sur le départ au Real l'été prochain. Son entourage a une nouvelle fois formellement démenti un éventuel accord avec le club merengue. Jusqu'au mois de juin, le feuilleton risque donc de durer. Quel transfert vous a conquis pour l'instant et quel transfert vous aimeriez voir à tout prix? Timo Werner à Tottenham. Non, je rigole. Venant d'un gunner, Mbappé au Real, moi, pour ma part. Pour Mbappé au Real, j'aimerais bien voir Mbappé. Enfin, j'aimerais bien qu'Mbappé parte de mon club de cœur. Mais du coup, est-ce que ça serait, tu parles d'un transfert là en janvier contre une somme d'argent, ou tu parles d'un pré-contrat qui le verrait arriver au 1er juillet? Non, au 1er juillet. Ouais, toi, tu penses quand même. Non, oui, il partira pas cet hiver. Mais ça n'a aucun. D'où la question qui peut. C'est Ouais. une possibilité. Mbappé pourrait partir. Hein, tu vois. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. Je veux dire, il va partir dans tous les cas, ça c'est une certitude. Enfin, je veux dire, rester à Paris éternellement, est-ce que j'en vois l'utilité? Non. Mais moi j'aimerais bien qu'il parte pour qu'on arrête une bonne fois pour toutes. Je dis j'emploie parce que j'aimerais qu'on arrête d'être dépendant de lui et qu'on construise une équipe où c'est une somme d'individualité et pas une individualité qui dépend de tout le groupe. Et qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, Non, mais je parle avec le cœur. J'entends. C'est un mais ras-le-bol. ouais, j'entends, mais je trouve que cette situation, il va falloir trouver une solution, mais à un moment donné, seul lui la détient. Quand on voit les propos de Nasser El Khelaifi aujourd'hui sur RMC, on se dit que il dit on va le faire au feeling, la suite de l'aventure d'Mbappé. Enfin, tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Quand t'es président du Paris Saint-Germain, l'un des clubs les plus influents d'Europe, tu peux pas dire ça, on va faire au feeling avec Mbappé. Enfin bref. Avec les sommes engagées derrière. Et avec tout ce que tu fais depuis qu'il est arrivé, depuis tu le prolonges à tout prix, t'es là, tu vas sûrement laisser partir libre à la fin de la saison. Mais moi, je peux pas dire, on peut pas. Enfin, selon moi, on peut pas souhaiter le départ d'Mbappé quand on est supporter du Paris Saint-Germain. Ça fait 3-4 saisons qu'il porte tout simplement ce club. Alors certes, il a fait venir des joueurs proches de lui, il a toutes les clés du camion, que ça soit sur le terrain. Je suis persuadé aussi en dehors du terrain, il doit avoir quelques entrées, mais on peut pas souhaiter le départ de ce joueur-là. Je pense que c'est pas lui le problème. Au contraire, il est le porte-étendard du Paris Saint-Germain, du football français, et le voir partir de ce club-là, moi je trouve que ça serait une énorme déception. Une énorme déception parce que s'il part, selon moi, c'est qu'il a pas gagné la Ligue des Champions avec Paris, et ça serait encore plus décevant. Et pour toi, il n'y aura pas de côté positif à en tirer de son départ? Pour moi, non. Pour moi, aucun. Non. Pour moi, enfin, on va pas faire un débat PSG, c'est pas le. Non, mais c'est pas, on le fera en antenne, mais. Pour moi, non, il n'y a aucun point positif à sortir de son départ. Ça serait absolument catastrophique sur le plan sportif en premier lieu, financier en premier lieu, et tout ce qui fait qu'aussi un club de football fonctionne, l'attractivité du championnat. Pour Kylian Mbappé, on sait que, bon là je dépasse un peu le cadre, mais on n'arrive pas à vendre nos droits télé en Ligue 1. Je suis pas persuadé qu'avec le départ de Kylian Mbappé ça arrange la situation. Messi n'est plus là, Neymar n'est plus là, quelle autre star ferait vendre notre championnat? Bref, mais en tout cas pour le PSG, pour parler du PSG, pour moi ça serait une catastrophique. Alors ça va arriver, évidemment. Si le Paris gagne pas la Ligue des Champions cette année, il y a de fortes chances qu'il parte. S'il la gagne, encore plus. Mais ça va arriver. Mais il faut trouver une porte de sortie. On rappellera que pour l'instant, le contrat de Kylian Mbappé, c'était une prolongation de 2 ans avec une année en option. Ouais. Donc Kylian Mbappé a toujours la possibilité d'être au Paris Saint-Germain la saison prochaine s'il active son option. Et sachant qu'il empochera encore quelques millions en plus s'il le décidait. Mais bon, ça, on ne les compte plus depuis longtemps. Alors que Rafael Nadal avait réussi son retour sur les circuits, la bombe a explosé ce lundi dans le monde du tennis. Il ne participera pas à l'Open d'Australie. L'Espagnol de 37 ans, touché lors de sa reprise à Brisbane après 1 an loin du circuit, souffre d'une micro-déchirure musculaire et a préféré rentrer en Espagne. Le coup est rude pour celui qui revenait après près d'1 an sans jouer et un passage par le bloc opératoire. 12 mois après avoir quitté Melbourne en étant blessé, le Mallorquin repart après un séjour encore plus court et sans même avoir pu jouer le tournoi. Il reste que c'est sans doute la solution la plus raisonnable à une semaine du coup d'envoi de l'événement. Cependant, c'est assez étonnant car d'habitude, quand Nadal revient, c'est qu'il est vraiment prêt. Bon, alors cette déchirure n'est pas au même endroit que sa blessure de l'an passé, et ça c'est assez rassurant. Mais est-ce que cette blessure vous étonne? Et finalement, est-ce que vous pensez que Nadal peut revenir à un vraiment bon niveau et pourquoi pas s'offrir un dernier Roland-Garros? C'est le facteur intensité, c'est le facteur aussi environnement. Quand tu es en Australie, les températures, j'imagine que c'est pas la meilleure surface d'adaptation aussi pour lui.
C'est terrible pour le monde du tennis. Enfin, je sais qu'en Australie, ils sont dégoûtés. Tous les fans de tennis australiens sont dégoûtés de ne pas voir Nadal parce que c'était l'attraction de l'année finalement. Oui, c'était la grande annonce. Voilà, la grande annonce. Et puis, après, il l'a toujours dit avant de revenir. Il a dit que peu importe ce qu'il arrivait, et s'il y avait un micro truc, lui, il veut être prêt pour la saison sur terre battue. Parce qu'il sait que c'est là où il va être le meilleur. Il sait que sur terre battue, même en étant blessé, un micro truc, un truc comme ça, il peut battre, je pense, n'importe qui. Sérieusement, sur terre battue, il peut battre n'importe qui. Et voilà, malheureusement, encore une fois, il est battu par son corps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut pas avoir un débat sur est-ce que Nadal est le plus grand joueur de l'histoire du tennis. Parce que malheureusement, sur ses blessures, c'est son corps qui le bat à chaque fois. Et malheureusement, Nadal est encore une fois battu par son corps. Mais bon, je reste persuadé que s'il est en pleine forme sur terre battue, il peut aller facilement chercher un Roland Garros. Oui. C'est mon avis personnel. Facilement, ok. Ouais, puis Carlos Moya l'a dit, ça va prendre du temps, son coach, pour qu'il revienne au niveau. Moi, je suis pas surpris qu'il ait fait un match, 2 matchs, 3 matchs, et que, en plus, voilà, tu le disais, les conditions climatiques en Australie sont peut-être pas les meilleures pour lui en début de saison en plus. Après, la prépa qu'il a eue, sa longue absence. Non, je trouve pas ça. Je trouve ça tout simplement dans la suite logique des choses. Le contraire aurait été pour moi un peu plus inquiétant. Qu'il soit tout de suite à 200% de ses moyens. Qu'il gagne un tournoi, qu'il enchaîne avec l'Open d'Australie. Exactement. Surtout qu'on sait que c'est un jeu. Enfin, le jeu qu'il déploie, c'est un jeu extrêmement physique et extrêmement énergivore. Donc, en reprise comme ça, à 37 ans, l'objectif de sa saison, c'est la saison de terre battue. Roland, probablement les jeux. Je sais pas quel degré d'importance il place dans tout ça, mais oui, je pense que la saison de terre battue, il va clairement faire une énorme croix dessus. On passe sur du cyclisme avec des nouvelles des coureurs français pour le Tour de France. Le chouchou du public, Julian Alaphilippe, ne participera a priori pas au Tour de France 2024. C'est ce qu'a indiqué Patrick Lefebvre, le manager de son équipe, donc la Soudal Quick-Step, mardi, en marge de la présentation de son équipe. Soudal Quick-Step va en effet tout miser sur Remco Evenepoel, qui a progressivement pris le pouvoir au sein de la formation belge et qui prendra pour la première fois le départ de la grande boucle. Alaphilippe devrait par contre participer au Tour d'Italie en mai 2024. Des nouvelles des JO 2030 qui devraient se dérouler en France, dans les Alpes. Des manifestations anti-JO d'hiver ont eu lieu ce samedi dans les Alpes, à Chambéry, Grenoble et dans les Hautes-Alpes. Seule la candidature de la France avait été présélectionnée par le Comité international olympique en novembre dernier. La décision finale n'est pas attendue avant l'été prochain, mais les opposants font déjà entendre leur voix, alors que le manque de neige est une préoccupation majeure depuis plusieurs années dans le monde de la montagne. Et puis on avait commencé par un grand nom parmi les grands défenseurs centraux du XXe siècle. On va finir par un autre nom, défenseur central. Un peu moins grand quand même. Ouais, un peu moins grand et même pas très grand, j'ai envie de dire. Pas très grand. L'ancien international espagnol Gérard Piqué a annoncé ce mardi sur X qu'il souhaitait revenir dans le monde du football, cette fois en tant qu'entraîneur. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Et si oui, sur quel banc vous le voyez finalement ? Non. Voilà, aucun. Peut-être sur un banc féminin, il aime bien les femmes apparemment. On veut le voir. Nous, on veut. Maxime, enfin, c'est pas parce qu'on trompe Shakira qu'il faut dire ces choses-là à l'antenne. Si messieurs, vous voulez pas le voir, lui, je pense qu'il va trouver un moyen de se trouver un banc. Il trouvera un moyen sur un banc. C'est ça la question. Un club qui veut être piqué. Moi, je pense en Espagne. Peut-être même pas du football à 11. Non, mais il a créé sa ligue à 8. Il peut être entraîneur. Voilà, il peut être entraîneur là-bas. Voilà. En MLS, il va peut-être se tromper. On va lui vendre du football, il va y aller. On va dire, mec, tu veux être. Beckham, il serait capable de lui proposer un poste avec tous les anciens du Barça qui ramènent. Avec Piqué à la tête de tout ça, ça peut être un bon cirque, ça. C'est pas impossible. C'est pas impossible. On verra bien tout ça. Merci en tout cas, Marine, pour toutes ces news riches, un peu tristes et hautement joyeuse en face. Au moins, on peut bien se moquer des autres et on garde les légendes là où elles sont. Franz Beckenbauer, en tout cas, en restera une, c'est sûr. On profite de ces quelques minutes avant une seconde pause musicale, seconde intermède, pour proposer, auditeurs et auditrices, une petite rétro de ce que vous auriez manqué, de ce qu'on ne vous aurait pas dit sur les vacances de Noël, notamment à la fin d'année 2023. Comment s'est fini 2023 ou comment a débuté 2024 ? Tout ce qu'on ne vous a pas dit. Petite sélection faite d'infos par-ci par-là. Certaines qui ne vont pas pouvoir être évoquées par manque de temps. Mais je le disais en rigolant tout à l'heure, je ne sais pas, mais je crois que c'est hors antenne, c'était à propos des fléchettes. Est-ce que vous avez suivi autour de la table un peu cet engouement des fléchettes ? Moi, je le suis. Enfin, quand je dis cet engouement, moi, tous les ans, je regarde les fléchettes. À ce moment-là, je regarde les championnats du monde. Je le vois, l'engouement. Je ne sais pas si vous suiviez déjà avant.
T'en avais parlé parce que j'avais pris part à la dernière émission 2023 Waouh. par rapport à Thibaut Picol. Non, Thibaut. Quoi Oh, le lapsus. Tricole. Thibaut Tricole. Picol. Ah ouais. Non mais c'est normal. À cette heure-là, Non, mais on lui en veut pas. on ça lui en va, veut pas. j'avais le prénom. J'avais le prénom. Thibaut Picole. Oh, C'est l'image des joueurs de Mais là, fléchettes. mais tu sais, ça me donne envie de créer un Excuse-moi, Thibaut. bêtisier. Ça Oui. va être la première séquence du bêtisier, je pense, de l'année 2024. Il faut que je me le note quelque Voilà, part. il faut ça. Thibaut Voilà. Picol, tous les lapsus, mais surtout qu'on parle des fléchettes, on parle si vous avez, même à ceux qui nous écoutent, si vous n'avez jamais vu les championnats du monde de fléchettes, regardez l'ambiance dans la salle, regardez le public, C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. À Et en faire pâlir des clubs de Ligue 1. hein. Prenez tous les bancs de pique-nique d'un parc d'attractions, vous les mettez tous Ah en ouais. rangée comme ça et vous alignez des milliers de personnes qui, à la moindre fléchette qui va dans le mille, boivent une pinte de bière. C'est 10 pubs réunis dans une seule salle. Régalade. En tout cas, cette année, là, donc, du 15 janvier au 3 décembre, c'était la 31e édition, c'était les 30 ans des championnats du monde de fléchettes. Tu le disais juste avant qu'on ne parte en vacances, on l'a dit dans la dernière émission, c'est Thibaut Tricol, le Français, qui gagnait son premier tour aux Mondiaux, qui était donc le premier Français de l'histoire à remporter un match aux Mondiaux. Et il s'est malheureusement fait éliminer le tour suivant par le 8e mondial Rob Cross, l'anglais. Mais surtout, c'est peut-être que vous avez vu autour de cet événement-là, de cet engouement-là, le finaliste de cette édition-là, qui n'est d'autre que Luke Littler, un jeune anglais de 16 ans seulement, plus jeune finaliste de la compétition et qui a créé un engouement fou autour de lui, qui a bondi, qui a gagné 650 000 abonnés sur Instagram. Enfin, c'est phénoménal. Tous les Anglais, tout d'un coup, se sont pris d'émerveillement pour lui. On rappelle, un garçon de 16 ans qui ne s'entraîne qu'une demi-heure par jour parce qu'il ne faut pas pousser, parce que j'ai besoin de manger mon kebab, de faire ma sieste et de jouer à la Xbox. On est quand même sur un champion. Il n'y a C'est que dans une les hygiène de fléchettes. vie remarquable. Il n'y a que dans les fléchettes où un champion peut se targuer ou un vice-champion en l'occurrence peut se targuer d'avoir ce train de vie là quand même. Bon voilà quoi en tout cas. Donc ce petit événement là, ces championnats du monde de fléchettes qui ont fait parler d'eux, notamment grâce aux Français, grâce à ce jeune crack. Pour ce qui est un peu plus logique des sports d'hiver, on va parler un peu ski alpin aussi, avec des belles petites semaines de vacances pour nos Français. On remonte d'abord au 22 décembre dernier sur le slalom de Madonna en Italie. Non, on ne parle pas de la chanteuse Gaëtan. Clément Noël a signé le deuxième temps derrière l'Autrichien Marco Schwarz. Donc premier podium pour les Français à ce moment-là de la saison. Et encore mieux, une semaine après, le 28 décembre à Bormio. Et la victoire de Cyprien Sarrazin, le Français, sur la descente devant Monsieur Marco Odermatt pour 9 centièmes. Première victoire tricolore là-bas depuis Luc Alphand en 1996. Première descente remportée depuis Adrien Théo en 2015, c'était à Santa Caterina. Est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir un poids historiquement, cette victoire-là, cette descente de Cyprien Sarrazin? Oui. C'est clair, sur une descente très très compliquée. D'ailleurs, tu parlais de Marco Schwarz. D'ailleurs, il a chuté à cette descente-là et je crois que même la saison est finie pour lui. Ça pose des questions en plus sur la rivalité qu'il avait avec Marco Odermatt. Mais oui, c'est vrai, ça va avoir une résonance, cette belle victoire pour Cyprien. Tu l'as dit, c'est premier Français depuis du coup 27 ans à peu près. Si je dis pas de bêtises. 96. Et donc voilà, en plus je crois il a été élu en décembre meilleur sportif des Hautes-Alpes. Donc tu vois, et en plus il y a la nomination qui va avec. Donc c'est clairement, on le considère comme le futur des sports d'hiver. Comme le Français un peu qui va porter cette saison, j'espère, mais c'est une très belle victoire et ça s'annonce bien pour la suite en tout cas. En tout cas, si l'Italie lui réussit, les JO 2026 d'hiver pourront bien l'aider. Et pour la petite anecdote, sur cette même descente, il y avait un certain Nils Alphand, fils de Luc Alphand, né en 1996. Donc l'année de la victoire de son père à l'époque, la dernière descente d'un Français. C'est fou quand même. La vie est faite de coïncidences, La vie est folle. Allez, deux petites infos. On va parler gardiens. On va d'abord parler gardiens de hand avec l'annonce de la retraite de Vincent Gérard. C'était le 20 décembre dernier. Le gardien international français qui est en train de doucement se remettre d'une blessure a fait un entretien au journal L'Équipe et a annoncé qu'il voudrait prendre sa retraite à la fin de la saison. Alors, quel moment le faire, puisqu'il rêve quand même de participer au JO de Paris 2024, ce qui serait le parfait gong final pour lui. On rappelle, gardien de 37 ans, c'est 150 sélections en équipe de France et 20 ans de carrière au plus haut niveau dans des clubs notamment français. Et en ce moment, il est à Kiel en Allemagne, où il est malheureusement blessé depuis l'avant-saison. Et il a été champion olympique en 2021 à Tokyo, champion du monde 2017, champion d'Europe 2014 avec les Bleus, et notamment aussi vainqueur de la Ligue des Champions 2018 avec Montpellier. Ce Vincent Gérard, un grand Vincent Gérard dans l'histoire des Bleus?
Ah bah oui, je pense qu'il fait partie des plus grands gardiens de l'histoire de l'équipe de France. Franchement, on a la chance d'avoir à ce poste-là des légendes en fait, mais même du handball mondial quoi. Donc, et Vincent Gérard, même si il a commencé dans l'ombre de Thierry Omeyer, il a fait partie de cette équipe de France dans la post-Thierry Omeyer, même pendant, mais même juste après, il a fait partie de cette transition absolument magistralement réussie. De ses premiers titres, champion Exactement. d'Europe 2014, champion du monde 2017, il est là. Hein, champion du monde sûr. 2017, bien sûr. il assure dans les cages quand Titi. Et c'est justement ça, je rebondis sur ce que tu dis. Ce passage de flambeau, il l'a assuré, il a honoré Thierry Omeyer. Moi, j'ai souvenir justement du championnat du monde là en 2017, où je crois qu'en phase de poule, il joue presque pas. Et puis c'est en demi-finale, je crois, face à la Suède, où Thierry Omeyer passe à côté de sa première mi-temps et il rentre et il nous fait une demi-finale extraordinaire. Et puis après, face à la Norvège en finale, il joue la deuxième mi-temps complète. Et puis il ferme la boutique, il nous offre la finale en fait. Et donc je le rejoins totalement. Il a été dans l'ombre de Thierry Omeyer, mais après il l'a honoré et c'est clairement un des meilleurs gardiens, une figure de l'équipe de France de hand. Et puis en plus c'est un personnage, Vincent Gérard, on le voit, on l'a lu dans l'interview dont tu parlais dans l'équipe dans laquelle il annonce la fin de sa carrière. Il a son franc-parler. Je crois qu'il était président de l'association du syndicat des joueurs de première division. C'est un joueur qui est engagé, qui dit ce qu'il pense. Il le dit clairement, il dit j'en ai marre de m'entraîner tout le temps, d'avoir des exigences qui sont déraisonnables pour moi sur l'entraînement, sur la préparation notamment. Et je trouve ça bien, en fait, tout simplement que le handball ait gardé aussi cette fraîcheur-là et ne soit pas rentré dans les carcans de professionnalisme, aussi de langue de bois et tout ça. Et Vincent Gérard incarne un peu ça, je trouve. On peut s'identifier aussi à quelqu'un comme ça, à un mec comme ça. Donc c'est une figure importante. Et puis aussi, ça met un coup de pression sur Guillaume Gilles, mine de rien, sur cette petite annonce. Parce qu'il se dit, ok, c'est sa dernière compétition, c'est un coup de pression implicite, en lui disant, tu me sélectionnes ou j'ai fini ma carrière pour les Jeux. Donc, sachant qu'il y a de la relève derrière, c'est intéressant comme je trouve, c'est bien joué de sa part en tout cas. Sachant que tu parles de relève, un tout petit mot très très court pour ensuite passer à la suite et puis passer à la musique, mais remplacé à Dunkerque par un certain Samir Belhassen. Ouais. Samir Belhassen qui est finalement arrivé à Kiel cet été parce que Vincent Gérard s'était blessé et que Kiel l'avait dans sa petite liste, et c'est Samir Belhassen qui devrait garder les cages de l'équipe de France pour le championnat d'Europe à venir ce mois-ci. Donc là aussi, on sait qu'au niveau du gardien, on le disait, on manque jamais de personnes, et peut-être que Samir Belhassen pourra, dans la lignée de Omeyer et Vincent Gérard, inscrire une petite décennie en équipe de France. Un autre gardien aussi, pour finir un peu cette page rétro, c'était autour du gardien de l'équipe de France de football ancien, Hugo Lloris, qui s'en est allé rejoindre le Los Angeles FC aux États-Unis. Il quitte enfin, si on peut dire, les Spurs de Tottenham après 11 saisons passées à Londres et 9 avec le brassard de capitaine. Un dernier défi donc certainement pour le Niçois de 37 ans, on le rappelle, et qui a été amplement applaudi et honoré à la mi-temps du match du 31 décembre dernier entre Tottenham et Bournemouth. Les supporters qui l'ont a priori bien gardé dans leur cœur malgré les 6 derniers mois un peu tortueux qu'il a pu vivre là-bas. Et un petit dernier mot quand même d'actualité plus locale cette fois, c'est la triste nouvelle de ces vacances. Là, on parle de Sportica, la salle du BCM, du Gravelines Dunkerque, donc l'un des représentants nordistes en Betclic Elite. Cette salle qui a été ravagée par les flammes, c'était malheureusement lors du lundi de Noël. Un départ de feu qui a tout détruit sur son passage dans la salle qui reposait sur une charpente en bois. Ça n'a pas aidé. Et tous les clubs de France ont évidemment été touchés, ont apporté leur soutien. Et depuis, le BCM a repris l'entraînement dernièrement. C'était chez le voisin Lune Plage, équipe de National 1 qui postule peut-être même pour la Pro B. Voilà, mais sachez qu'il n'y a pas eu de victimes à déplorer. Donc c'est quand même une triste nouvelle, mais on parle que d'infrastructure en tout cas. Mais c'est tout de même l'âme d'une salle. J'ai pas eu la chance encore, j'ai pas eu du coup du tout la chance d'aller à Sportica. Ouais. C'est ton cas Non, moi non plus. Il y en a, j'ai des copains qui y sont allés juste avant, là, au mois de novembre, au mois d'octobre et tout. Et le souvenir qu'ils en ont, c'est une salle assez petite, assez chaude en fait, dans l'ambiance, dans la conception de cette salle-là, l'architecture. L'image du Nord. Ouais, très familiale, super ambiance à l'image du Nord, absolument. Mais au-delà de tout ça, c'est tous les souvenirs en fait, parce que il y a le terrain, le parquet en lui-même, les tribunes, mais il y a aussi le clubhouse derrière, les salles de l'intendant, donc tous les souvenirs, tous les maillots, tous les fanions, tous les cadres, les photos d'équipe, oui, toute l'histoire du club qui était là-dedans. C'est toute l'histoire d'un club, parce que il y a certes les archives maintenant numériques, mais il y a toutes les archives
à l'ancienne, papier évidemment, et c'est tout ça qui est encore plus triste. Et puis financièrement, ça va être compliqué pour un club qui est énormément en difficulté cette saison en Betclic. C'est en termes sportifs, je peux parler pour un maintien qui va être compliqué à assurer. Donc voilà, les dirigeants du BCM disaient que ça va peut-être souder d'une manière assez inédite le club, les dirigeants, les joueurs et tout ça. On espère pour eux, en tout cas, ça serait franchement chouette qu'ils arrivent à se maintenir en première division. Très bien. Bon, allez, on passe à ce deuxième intermède musical du soir que je vous avais promis. J'ai trouvé une petite pépite, puisque quand je cherche des musiques comme ça et que je me tracasse l'esprit, on peut tomber aussi sur des belles perles. Je vais vous passer une chanson de Village People qui s'appelle Far Away in America. Et je fais écho un peu à Franz Beckenbauer et à cette Allemagne des années 90, puisque en 90, l'Allemagne est championne du monde avec M. Beckenbauer à la tête de la sélection comme entraîneur. Et en 94, l'édition suivante se passe sur le sol américain. L'Allemagne est championne du monde en titre et ils font toute l'équipe allemande chante avec Village People sur cette chanson qui s'appelle Far Away in America. Je vous laisse découvrir cette petite pépite, Made in 94, voilà. Et Thomas, je vois ta tête. Et puis de toute façon, le CSC revient dans quelques minutes, pas de problème, pour finir en beauté avec ton moment nordiste. Basket encore. Et absolument. Les immanquables de Gaëtan. Far Away in America, qui est a priori le dernier single hit de Village People qui nous avait pondu YMCA. Donc voilà, c'était le petit cadeau du soir du CSC par Adrien Fedeli. On est de retour pour finir cette émission de 2024. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 et cette émission qui sera bien sûr écoutable sur campusil.com dans Programme et puis prochainement sur YouTube, Spotify, Deezer. Ça ne change pas. On vous invite aussi à aller réécouter les précédentes, dont celle de la semaine passée, un petit hors-série sur les fêtes. On arrive doucement mais sûrement sur la fin de cette émission avec notre Thomas National qui nous pond son petit moment nordiste. Ça a parlé basket encore, effectivement. Parce que le vrai OM, ce n'est pas l'Olympique de Marseille, mais l'Olympique marquois. C'est l'heure de la chronique nordiste dans le CSC. La tête de Marine dans le studio. Je suis outré. Heureusement que c'est pas filmé. Allez, c'était la 12e journée, mon Thomas, de Ligue féminine de basket ce week-end. Villeneuve d'Ascq, deuxième avant le match, a joué contre Tarbes, qui vise avant tout le maintien. Mais Thomas, le SBVA, s'est fait surprendre à domicile, défaite 63-67. C'est pas une si grosse surprise que ça, pourtant. Mais non, franchement, pas tant que ça. C'est vrai, deuxième défaite de la saison à domicile pour Villeneuve d'Ascq, logiquement battu par Tarbes dimanche après-midi. Seul l'Asvel avait gagné au Palacium cette saison en championnat. C'était le premier match de 2024 pour le SBVA. Ils avaient super bien fini 2023 avec une victoire très importante en Euroleague à Mersin en Turquie. L'Euroleague, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais là, ils sont tombés sur une équipe en confiance. Tarbes a battu les concurrents directs pour le maintien lors de la phase allée. Saint-Amand, Landerneau, La Roche et Angers mi-décembre. Sur le déroulé du match, c'est classiquement ce qu'on peut voir quand Villeneuve reçoit une équipe sur le papier nettement inférieur. Contre Saint-Amand ou Landerneau, le SBVA a mis une mi-temps pour se mettre en route. Là, c'était un peu pareil pour Villeneuve. Les nordistes faisaient la différence à la fin du troisième quart-temps et dans le quatrième quart-temps notamment. Mais contre Tarbes, ça ne l'a pas fait. Les joueuses de François Gomez obtiennent leur deuxième victoire à l'extérieur. Et le coach du TGB avait minutieusement préparé son affaire. Depuis un certain temps, il y a un retour de vestiaire à Villeneuve qui n'est jamais très bon. Donc on savait que le retour de vestiaire, il pouvait être en notre faveur. Et c'est ce qui s'est un peu passé, puisqu'on a repris la main un peu sur le match, etc. Puis après, ça se joue sur des possessions, sur des lancers francs. J'avais le sentiment que Villeneuve ne serait pas prêt pour jouer ce match. Parce que je suis au tableau, parce qu'elles ont joué 2 fois contre nous cette année, on a pris 2 fois 25 points en match de championnat et puis en tournoi. Parce que c'est le retour des vacances, parce qu'il y a l'Euroleague qui arrive, parce que voilà, il y avait un tas de raisons pour que je pressente que cette équipe-là soit pas prête à jouer contre une équipe qui venait pour gagner, pas pour jouer, pour gagner. Tarbes, c'est un modèle dont pourraient s'inspirer pas mal de clubs de Ligue féminine. Sur les 10 Tarbaises sur la feuille de match dimanche, 9 sont françaises. Jasmine Zodia, Camille Droguet, Serena Kessler, Dominique Malonga, Carla Leight notamment. Des jeunes joueuses à fort potentiel encadrées par Marie-Paul Fopossi et Isabelle Yacoubou. Le tout chapeauté par François Gomez qui s'est fait une spécialité de créer un groupe sur la base de jeunes joueuses à fort potentiel. Face à Villeneuve, Leight et Fopossi ont livré un grand match. 15 points, 7 passes pour Leight, 17 points, 6 rebonds pour Fopossi. Ces deux joueuses seraient en plus courtisées par Villeneuve pour la saison prochaine. Comme par hasard, le SBVA a subi la capacité d'adaptation de Tarbes qui a alterné avec justesse entre son jeu avec les grandes Malonga Yacoubou dans la raquette et son jeu small ball orchestré par Leight.
Écoutez la Villeneuvoise Janelle Salin. Pour elle, certes, Tarbes a bien défendu, mais c'est avant tout son équipe qui a pêché au tir. Je trouve pas qu'elles nous ont posé plus de problèmes que ça en fait. On a raté toute seule des lay-ups en dessous du cercle combien de fois, des tirs grands ouverts qu'on a loupés. J'ai en tête mes tirs. Honnêtement, je préfère prendre la responsabilité qu'au bout d'un moment, j'ai le tir pour revenir à égalité, je le loupe toute seule. Alors qu'on aurait pu revenir à égalité, donc on aurait dû défendre plus dur parce que ça laissait se balader quoi. Je veux dire, c'est pas nous ça en défense. Encore appelée en équipe de France pour le TQO dans un mois en Chine, Janelle Salin est sortie très frustrée de ce match. Pourtant, elle termine meilleure marqueuse de Villeneuve avec 16 points. À 30% au tir, 5 sur 26 à 3 points, le SBVA était dans un jour sans au shoot, clairement, mais aussi provoqué par l'incertitude défensive constante qu'a proposé Tarbes. Les Tarbaises, justement, qui ont remporté le 2e, le 3e et le 4e quart-temps. C'est pourquoi c'est pas forcément illogique qu'elles s'imposent à Villeneuve. On a senti en plus progressivement que le match allait filer entre les doigts des Villeneuvoises dans une ambiance bien calme, classique de dimanche après-midi à Villeneuve. Pour les joueuses de Rachid Méziane, c'est pas bien grave. La victoire de Basketland contre Bourges place certes le SBVA à la 3e place du classement, mais les nordistes ont pris l'habitude de laisser un match à domicile dans la saison. L'an passé, c'était La Roche, sans les empêcher d'aller en finale face à l'Asvel. Quand même, c'est une vraie piqûre de rappel pour se dire que le championnat n'est pas tout le temps qu'une simple formalité pour Villeneuve. Pas le temps de cogiter, dès demain, Villeneuve est à Bologne en Italie pour un match capital en Euroleague. 11e journée sur 14, Villeneuve est 3e de sa poule. Il faut être dans les 4 premiers pour se qualifier pour l'écart. Rachid Méziane a dit dimanche que l'Euroleague n'était pas l'objectif principal, mais la situation est très favorable pour Villeneuve, alors les nordistes doivent en profiter. Lors de l'avant-dernière journée, il y aura notamment un déplacement à Basketland, pourquoi pas pour valider une qualification en quart de finale. Super, merci beaucoup Thomas pour ce moment nordiste, toi qui étais donc au Palacium ce week-end. J'accélère puisque je t'ai un peu menti, tu auras finalement 2 grosses minutes, mon petit Gaëtan, après ton petit jingle pour les immanquables et pour finir en beauté cette émission. Événements et confrontations, les incontournables de la planète sport, c'est maintenant dans les immanquables du CSC. Et oui, on commence ces immanquables par la reprise des championnats européens avec tout d'abord notre belle et séduisante Ligue 1 qui fera son grand retour ce vendredi 12 janvier avec la première affiche de la 18e journée. Marseille-Strasbourg, 2 équipes en forme. Les Phocéens qui comptent 4 victoires dans les 5 derniers matchs de championnat peuvent recoller Lille, 5e à la suite de cette rencontre. Quant à eux, les hommes de Patrick Vieira sont sur une très bonne dynamique, actuellement 9e du championnat. C'est également la rentrée pour les joueurs de Bundesliga. Le championnat allemand reprend avec une première affiche ce vendredi. Bayern Munich-Offenheim, 2e du championnat. Les Munichois doivent rattraper leurs 4 points de retard sur le Bayer Leverkusen, toujours leader, sans défaite au compteur. Bayer Offenheim, 17e journée de championnat à suivre ce vendredi 20h30 sur Beansport. On termine rapidement côté football avec une grosse affiche de demi-finale en Supercoupe d'Espagne. Real Atlético, demain à 20h sur la chaîne L'Équipe. L'événement à ne surtout pas manquer pour les fans de tennis ce mois-ci, c'est bien sûr l'Open d'Australie. Le premier des 4 tournois du Grand Chelem sera à suivre dès dimanche 14 janvier sur la chaîne Eurosport. Pour ce qui est de la phase qualificative, les derniers tickets seront distribués jusqu'au jeudi 11 janvier. Parmi les 104 déjà qualifiés pour le tournoi Farm, 4 françaises sont présentes, donc Caroline Garcia, 20e mondiale. Chez les garçons, 12 qualifiés d'office avec la présence de nos 2 espoirs, Arthur Fils et Luca Van Hache. Un peu d'automobile à présent avec le Dakar, 5e édition organisée en Arabie Saoudite. Soyez au rendez-vous sur la chaîne L'Équipe ce 11 et 12 janvier pour la 6e étape, le 48 heures chrono, le désert de Rub Al Khali. Le désert avec la plus grande étendue de sable sera le terrain de jeu parfait pour ce tout nouveau format de course. On s'est un petit peu réchauffé avec le désert de Rub Al Khali parce qu'il faut se le dire, on se l'écaille en ce moment dans toute la France. Alors on reste dans le thème car une grosse semaine de sport d'hiver s'annonce. D'abord avec une nouvelle étape dans cette Coupe du Monde de biathlon à Ruhpolding du 10 au 14 janvier sur Eurosport. Ne pas manquer dès demain le relais femmes, une épreuve que les Françaises maîtrisent à la perfection. Pour finir rapidement, on termine ces chroniques des immanquables avec les garçons qui vont se lancer dans une nouvelle année remplie d'objectifs. Le championnat d'Europe de handball débutera dès demain en Allemagne avec nos Bleus en ouverture face à la Macédoine à 18h sur Beansport. Oh, t'es champion mon Gaëtan. Ça va? Ouais. T'as quelques secondes, tu peux reprendre ton son. Non, c'est bon. Merci en tout cas à toi. Merci à Thomas pour le moment nordiste, à Maxime pour les résultats et Marine pour les news. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous aussi, auditeur auditrice de Radio Campus Lille. Le CSC a fait son gros comeback et revient dès la semaine prochaine. Normalement, ce mois-ci, petite rétro 2023, c'est en train d'être prévu. Une grosse émission spéciale 2 heures. Mais avant tout, je vous souhaite bonne nuit. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.